Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de TETU Connect. Nous allons patienter 2-3 minutes, 2 minutes, de façon à ce que toutes et tous puissent nous rejoindre. Vous voyez déjà à l'écran nos panélistes qui sont là, que je vous présenterai tout à l'heure. Il vous reste 2 minutes pour vous prendre un petit café, finir votre sandwich et préparer les questions que vous allez nous poser via le chat que vous avez sur la droite de votre écran. Ça grimpe, ça grimpe. L'audience arrive. J'en profite pour faire des bonjours vocaux aux bonjours écrits. Bonjour Jean-Louis, bonjour Nathalie, bonjour François. Bonjour Claire. Tu as trop de réunions, Claire. Il faut absolument revoir ton agenda. Bonjour Philippe, et voilà, bonjour Amel de la part de Philippe. Bonjour. Ah, bonjour Valérie, Valentin. Et bientôt, je vais dire bonjour Adrien. Nous allons commencer dans une minute, une grosse minute, le temps que les connexions se fassent. Donc sur ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver. Il s'agit du 5e de l'année. Je suis obligé de continuer dans la série. Hein. Bonjour Manuel. Non Nathalie, c'est pas du rythme. Je lis l'écran. J'ai un prompteur. Allez, nous allons commencer ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce 5e webinaire de l'année. Nous allons aborder encore aujourd'hui le sujet LGBT+, sous un angle totalement différent et tout en restant dans le monde du travail. Alors, 2020, c'est une année qui vous a marqué, parce que c'est une année que vous avez identifiée au Covid. Mais aussi 2020, c'est une année particulière parce que c'est la première décennie où se retrouvent potentiellement au travail 3 générations en même temps. Donc l'intergénérationnel fait vraiment sens à partir de cette décennie. Ça a commencé en 2015-2016. Donc on va retrouver autour de la machine à café, puisque en ce moment la machine à café, elle est un peu en télétravail. Mais lorsqu'il y aura de nouveau accès à la machine à café, on y retrouvera des grands-parents qui vont parler de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On va y retrouver en même temps une autre génération qui est celle des parents, qui sont également au travail et qui vont parler, eux, de leurs enfants. Et puis, on va retrouver la jeune génération, ceux qui arrivent dans le monde du travail et qui vont parler de leur famille sous toutes leurs formes, qu'elles soient hétéronormées, homoparentales, composées, décomposées, recomposées. Voilà, leurs référents familiaux. Alors, pour parler de ces expériences, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 jeunes adultes que je vais présenter dans un ordre qui n'a rien à voir avec l'âge puisqu'il est alphabétique. J'ai le plaisir d'accueillir Kolja Ifler-Witkowski, qui est étudiante en philosophie et autrice du livre Gosse d'Homo, promo.
Bonjour Colia et bienvenue pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Maël, qui est étudiant en informatique et qui habite sous le soleil. Bonjour à tous. Bonjour Maël. Bonjour. Et enfin, Marie-Anaëlle, que j'appellerai tout au long du webinaire Marie, donc Marie-Anaëlle Baller, qui est acheteuse chez ST Microelectronics. Bonjour à tous. Alors, nos trois invités, aujourd'hui, ont ce point commun d'avoir tous les trois grandi dans des familles formidables, pas forcément sans défaut, pas forcément de façon lisse et linéaire, mais dans des familles formidables. Alors, avant de leur poser les premières questions, je voudrais quand même partager avec vous un chiffre, ou plutôt deux. En 2018, l'INSEE affiche que plus de 30 000 enfants grandissent au sein d'un couple homoparental. Et dans le même temps, les associations présentent un chiffre de près de 200 000 enfants. L'écart est considérable, je vous le concède, mais la vérité s'y trouve certainement. Et il faut préciser que pour l'INSEE, un foyer monoparental n'est pas homoparental. Donc cela est dû au fait que l'on peut demander le genre femme-homme lors d'un sondage, mais pas l'orientation affective. Donc, si dans le foyer, il y a un adulte, on sait que c'est une femme ou un homme, mais on ne sait pas quelle est son orientation. Alors, avant de poser mes premières questions, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, surtout, vous n'hésitez pas à les poser via le chat. Nous le suivons en live et nous tâcherons d'y répondre de manière aussi précise que possible. Alors, je vais commencer mon tour de table ou mon tour d'écran plutôt par Marie. Marie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est passé lorsque tu avais 6 ou 7 ans? Oui, bien sûr. Lorsque j'avais 6 ans, mes parents nous ont annoncé à mon frère et moi leur séparation et ont complété leur discours par la nouvelle compagne de ma mère. Donc ma mère a quitté mon père quand j'avais 6 ans pour se mettre avec une autre femme. Et en fait, on a donc tout naturellement déménagé avec ma mère et sa nouvelle femme. Et ça fait maintenant 20 ans qu'elles sont ensemble. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas forcément compris la situation et les enjeux que cela présentait, mais je l'ai toujours ressorti en tant qu'élément positif dans ma vie et comme un élément différenciant. Parce qu'à l'école, finalement, quand j'en parlais, tout le monde me posait des questions et j'attirais l'attention. Donc, je l'ai toujours bien vécu à la suite de cette annonce. C'est vrai qu'à l'école, tu aurais pu être juste une fille de divorcée. Et non, ça. Tu étais une fille qui grandissait dans un foyer où s'aimaient deux femmes. C'est ça, donc ça me permettait un peu de briller. Alors aujourd'hui, 20 ans après, tu es entré dans la vie active. Et moi, je me souviens, alors avant de te poser la question autour de la vie active, je me souviens du premier témoignage que tu avais fait il y a 2 ou 3 ans de cela, autour d'une autre thématique qui était les familles homoparentales. Donc on donnait pas la parole aux enfants, mais on donnait la parole aux parents. Et tu avais dit, vous voyez, moi je suis une jeune fille très bien, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai grandi partagé entre l'amour de ma mère et de mon père. Et depuis, je vis partagé entre l'amour de ma mère et de mon père et de mes 2 belles-mères. Donc, j'ai trouvé la phrase extrêmement malicieuse. Alors aujourd'hui, dans la vie active, est-ce qu'il t'arrive d'évoquer ta famille autour de la machine à café ou avec tes collègues avec lesquels la vie personnelle s'immisce dans la vie professionnelle? Alors oui, tout à fait naturellement. C'est pas la première chose que je vais dire quand je me présente, parce que je me définis pas que par ça, mais très vite dans les conversations, quand on parle de nos expériences,
Moi, je suis encore jeune, donc j'ai passé la moitié de ma vie avec ma famille. Presque la totalité de mes expériences ont été faites avec eux, avec ma mère et sa femme. Donc, en fait, quand on parle de voyage, je vais parler de ma mère et sa compagne, et de sa femme maintenant. Ou alors, je vais dire carrément tout de suite elle. Je vais parler d'elle. Alors, soit les gens comprennent, soit les gens comprennent pas. Ça, c'est aussi mon choix de ne pas forcément pointer le doigt dessus naturellement. Je pense que, en fait, je me pose pas la question de savoir est-ce que je dois le préciser ou pas. C'est dans la conversation, comment ça vient. Et les réactions peuvent être différentes. C'est-à-dire que Ouais, justement, oui. Dis-nous les réactions que tu peux avoir. il y a 3 réactions. En général, j'ai essayé de réfléchir à quelles réactions étaient les majoritaires. La première, c'est dire OK, pas de réaction, soit par pudisme, par pudeur, pardon, soit je ne sais pas, ça les intéresse pas. La deuxième réaction, c'est souvent des questions. Donc ça, c'est la réaction la plus notable que j'ai, c'est ah oui, depuis combien de temps et alors, qu'est-ce que ça fait est-ce que tu as un papa Des questions qui reviennent régulièrement sur la table, même autour de la machine à café au travail. Et j'ai une anecdote que j'ai gardée, que je ne vous ai pas racontée encore, Nicolas, que j'ai gardée exprès pour aujourd'hui. Quand j'étais en stage l'année dernière ou en 2019 dans une entreprise, en fait, tout naturellement, pendant le repas, cette conversation est arrivée. Donc, j'ai parlé du fait que ma mère était avec une femme, que ça fait 20 ans, que tout se passe bien, etc. Et puis, 3 jours plus tard, à un autre repas, une des personnes qui était dans mon équipe, qui a travaillé dans cette compagnie depuis plus de 6 ans, a dit, en fait, a fait son coming out, a dit, oui, bah, en fait, moi aussi, je vis avec une femme depuis 6 ans, alors que personne ne le savait, en fait. Ouais. Et le fait d'en avoir parlé aussi naturellement, je pense que ça aussi, ça nous permet, nous, en tant qu'enfants de LGBT+, de libérer la parole, d'être vecteur de diversité et permettre à des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, peut-être étaient encore pas out, de se sentir plus libres d'exprimer, en fait. C'est une belle histoire. Et puis, c'est en effet, comme tu le dis, ça peut être aussi un moyen de libérer positivement la parole que de montrer qu'on est, voilà, qu'on est tout à fait à l'aise à grandir dans une famille où 2 femmes s'aiment. Tout à fait. Alors, je le dis pour ceux qui n'auraient pas vu le chat, Martine, celle que moi j'appelle Martine et que toi tu appelles maman, est connectée, mais Barbara ne l'est pas. Maëlle, je me tourne vers toi. Alors, alors je vais dire, toi aussi à l'école, je vais pas trahir un secret, tu as été un petit garçon comme tous les autres, ou comme beaucoup d'autres dans ta classe, puisque tes parents se sont séparés au même âge que Marie. Oui, À peu près. tout à fait. Comme Marie, à peu près, mes parents ont divorcé quand j'avais 5-6 ans. Donc, du coup, oui, c'est quand l'âge auquel on rentre en primaire. Et donc, comme Marie, mes parents nous ont annoncé leur divorce. Et puis, on a rapidement compris que mon père était parti pour un autre homme, enfin pour un homme. Et donc, à l'école, comment ça se passait? Quand on en parle, déjà, soit, comme Marie le disait, il y a plusieurs types de réactions, mais soit il y a juste le hockey où les personnes ne veulent pas, certainement par pudeur, poser des questions, ou soit souvent c'est la surprise où justement ils sont curieux de savoir, enfin, ils posent des questions parce qu'ils pensent que c'est, enfin, ils ont l'impression que c'est différent. Donc, du coup, ils posent plein de questions et puis, bah, comme nous, ça nous semble normal, parce que, enfin, en tout cas, moi, ça me semblait normal parce que j'ai toujours vu mes parents après grandir comme ça. Ben, au final, les réponses, ben, ils se rendent compte que c'est pas quelque chose de très différent. Et donc, finalement, ça normalise un peu la chose. Et aujourd'hui, que tu es un jeune adulte, comment tu parles de tes familles autour de toi? Donc, de la famille de ta maman et la famille de ton papa, puisque tu as grandi entre 2 familles. Tout à fait. Ben, souvent, c'est des sujets qui se parlent souvent autour d'un verre avec des amis ou ces choses comme ça quand on commence à connaître une personne. Du coup, c'est souvent des personnes que je connais déjà un minimum. Et puis, quand on en parle, ben, je cache pas le sujet. Je dis tout simplement que j'ai
j'ai un beau-père du côté de mon père et puis un beau-père du côté de ma mère. Et puis souvent, ils disent, mais comment c'est possible? Et puis après, je leur explique que du coup, j'ai un père qui est gay et donc, du coup, qui sort avec un homme. Et donc là, ça, comme je disais, c'est comme à l'école finalement, les réactions sont les mêmes. C'est la surprise et puis il y a plein de questions qui se suivent. Et puis du coup, après, ça, ça répond et puis tout se passe bien. Et là aussi, je pense que tu as un point commun dans ton témoignage avec celui de Marie, c'est que le fait que tu y répondes avec naturel et simplicité, ça banalise la situation. Ah, C'est tout à fait. plutôt un message positif. Tout à fait, parce que souvent ils disent que du coup ils avaient rencontré personne d'autre qui avait des parents qui étaient gays, et donc du coup, ben, quand on leur explique que ben, finalement ça change pas grand-chose, ben, ils se rendent compte que finalement il y a pas de différence entre un couple hétéro et homo dans l'éducation. Donc du coup, ils se rendent compte que ben, je suis pas différent, que mes parents ne sont pas différents pour autant, que j'ai une éducation normale, et puis donc du coup, ben, ça normalise, ouais. C'est quelque chose qui est bien. Alors, merci Maël pour ton témoignage. Alors, nous avons eu un premier témoignage avec papa, maman et les deux belles-mères. Nous avons eu un deuxième témoignage avec papa, maman et les deux beaux-pères. On va innover pour le troisième avec Colia. Donc, Colia, toi aussi, finalement, tu as été une enfant comme tous les autres et toutes les autres. Tes parents se sont séparés à peu près au même âge. Oui, exactement. Alors raconte-nous. Du coup, moi j'ai deux mères, donc, enfin, je le dis comme ça. J'ai été conçu par PMA, donc de manière assez internationale. C'est passé par les États-Unis, la Hollande, etc. Et donc voilà, de mère avec un donneur d'origine asiatique, hongkongo-taïwanaise. Et donc voilà, 3 ans plus tard, ma sœur a été conçue par le même moyen, avec le même donneur. Et, donc par une PMA. Voilà, exactement, donc en Hollande. Donc voilà, nous on a toujours eu deux mères, il n'y a pas eu d'autres configurations. Et donc il n'y a pas eu de mariage non plus, puisqu'à l'époque, c'était pas encore légal. Ouais. Donc ça, le thème du mariage a toujours été très très étranger pour moi. Et voilà, donc quand c'était en 2005, 2004, 2005, nos mères se sont séparées comme beaucoup de couples, arc-en-ciel ou non. Elles nous ont éduqués en garde alternée, donc de manière assez égalitaire, une semaine sur deux. À ceci près que du coup c'était un peu à l'amiable dans la mesure où il n'y avait pas de... L'une de nos mères, donc notre mère biologique, qui est la même pour ma sœur et moi, avait évidemment l'autorité parentale, donc tous les droits liés à la parentalité, tandis que l'autre, notre mère sociale, n'avait aucun droit. Et donc celle-ci a pu nous adopter en 2019, donc vraiment quasiment 20 ans après ma naissance. Elles ne se sont pas mariées. Et comment, aujourd'hui tu es une jeune adulte, quel regard tu portes sur le fait d'avoir grandi entre deux familles? Si je me souviens bien de nos échanges de préparation monoparentale et homoparentale, et comment tu présentes tes familles au monde que tu côtoies aujourd'hui? Moi, je présente ma famille, en fait. Pour moi, il n'y a pas mes familles. Donc, c'est une précision. Mais tu as deux foyers aujourd'hui. Voilà. Enfin, maintenant, du coup, je suis totalement... Oui, tu as ton foyer, le foyer de tes mamans. Voilà, c'est ça. Comment je les présente? Moi, je dis toujours, quand on me demande ce que font mes parents, par exemple, je dis déjà, j'ai deux mères, donc je le précise. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que jusqu'au lycée, à peu près, je n'avouais, entre guillemets, pas du tout. Je faisais pas de coming out indirect, donc je dissimulais. Je faisais croire que j'avais une seule mère ou que
voilà, que le père, bon, je savais pas trop où il était. Alors que aujourd'hui, maintenant, je dis vraiment, j'ai deux mères. Pour moi, la biologie n'a absolument aucune pertinence dans cette histoire. Donc, voilà. Alors, bon, évidemment, ma, comment dire, ma mère biologique a rencontré une femme en fait en 2005. C'est pour ça qu'elle s'est séparée de sa compagne de l'époque. Mais maintenant, elles sont toutes les deux célibataires. Donc, c'est effectivement deux foyers monoparentaux et lesboparentaux. Et comment réagissent les personnes à qui tu dis j'ai deux mères, peut-être parfois que tu dis ben tiens j'étais chez ma mère et puis mais la semaine prochaine je vais chez ma mère, mais c'est pas la même. Comment les personnes réagissent à ces informations que tu leur donnes? Alors, moi, j'ai l'avantage d'évoluer dans un milieu, disons, littéraire, donc plutôt ouvert sur ces questions-là. Voilà. Ah, donc, même en termes de... Enfin, je veux dire, parmi mes amis, il n'y a vraiment aucun souci. Enfin, parfois, j'ai même pas besoin de préciser que j'ai deux mères. Je dis juste ma mère... Souvent, je dis ma mère allemande et ma mère française, parce que, bon, ça me permet au moins de les discriminer sur la nationalité, mais pas sur leur... Pas sur le social. Voilà, c'est ça. Et alors, les réactions sont... Au lycée, j'ai eu souvent des réactions extrêmement enthousiastes, mais presque trop enthousiastes, c'est-à-dire du genre « Ah, mais c'est trop bien, c'est génial, c'est trop classe et tout ». Je trouvais que c'était certes génial, mais en même temps, bon, t'avais pas de quoi en faire tout un plat non plus, quoi. Et, alors, par contre, en fait, ça s'est progressivement amélioré, c'est-à-dire qu'au collège, c'était vraiment la catastrophe. Enfin, l'homophobie et la lesbophobie et la queerphobie en général sont tellement répandu que bon là bon du coup je le disais même pas quoi, mais aujourd'hui voilà, enfin c'est plutôt avec les personnes un peu plus conservatrices que j'ai du mal, je le dis, mais bon j'essaie de pas en faire un sujet non plus, quoi. Tu es prudente, c'est ça. Est-ce que j'ai posé la question à Maëlle et à Colia ensuite, mais tout à l'heure, Marie nous a dit le fait d'avoir témoigné, ça a permis de libérer la parole de personnes LGBT+, qui se sont dit, ben tiens, je rencontre une jeune femme juste normale qui me dit qu'elle a grandi dans un environnement normal où deux femmes s'aimaient et s'aiment. Est-ce que Maëlle, il t'est arrivé la même histoire sur ces dernières années où tu as été plus en contact avec la vie professionnelle? C'est pas tout à fait la même histoire parce que c'était pas quelqu'un qui avouait avoir une sexualité qui était attirée par les hommes, mais c'était plutôt une histoire où quand je lui ai annoncé moi que j'avais un père gay avec marié avec un homme, ça, auprès de mes amis, il y en a un qui d'habitude ne le disait jamais, mais a avoué qu'il avait lui aussi un père qui était LGBT. Et donc, du coup, d'habitude, qu'il ne le disait absolument jamais parce qu'il avait peur des réactions, etc. Finalement, oui, ça a réussi à dénouer des langues et ça l'a mis en confiance pour lui-même de le dire. Donc, du coup, ouais, ça a un effet positif. Avant de revenir vers Colia, Marie, aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive il t'est arrivé d'en parler dans ton environnement professionnel, et est-ce que il y a eu des réactions vraiment négatives? En entreprise, jamais. Parce que c'est toujours on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, donc c'est diversité et inclusion de toutes les différences, de toutes les singularités, et voilà, se présenter comme étant la fille de deux mamans, par exemple, ou de deux papas. Est-ce que jamais tu as rencontré de problème? À l'heure d'aujourd'hui, jamais rencontré de problème. J'ai jamais été discriminée par ça, et je dirais même au contraire. Pour rebondir sur ce qu'a dit Colia, j'ai eu des réactions excessives. Oh, mais c'est génial! Comme si, voilà, enfin, ils ne connaissent pas en fait. Les gens ne connaissent pas, et donc par cet inconnu,
rencontre. En fait, c'est deux rencontres de deux mondes différents qui eux, le voyaient vraiment très loin de leur perspective à eux. Et donc, en fait, les réactions étaient plutôt positives. Et je pense que il y a même eu des discriminations positives, finalement, de par ça. Bon, après, je le dis pas à tout le monde. Mais oui, mais on ne dit pas tout à tout le monde. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, question un peu piégeuse que nous n'avons pas préparée, je le dis pour l'auditoire et je vous préviens tous les trois. On va revenir sur le spectre de l'entreprise. Est-ce que savoir qu'une entreprise est engagée en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+, serait un atout dans le choix de votre future carrière, de votre futur poste, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne regardez pas forcément? Je commence par qui? Allez, Maëlle. Alors c'est une question très intéressante parce que je m'y attendais pas. Et sinon, je pense que si je le vois, enfin si c'est quelque chose que je remarque dans une entreprise, sûr ça va être un plus parce qu'on va se sentir tout de suite beaucoup plus intégré et donc on va avoir le sentiment qu'on va être beaucoup plus accepté, qu'on va être à sa place, contrairement à une entreprise si toutes les entreprises ne le disent pas forcément, mais en tout cas si elle le dit, j'aurais envie d'aller vers elle, en tout cas. Si elle, du coup, elle a fait un pas vers moi sans le savoir, elle en a fait. Moi, j'ai envie d'en faire un vers elle. Ouais. Du coup, ouais, c'est un point positif et je pense que ça démarque par rapport à d'autres entreprises. Merci Maëlle. Je vais poser la même question à Colia. Alors, vous me voyez faire ça et ça, hein, c'est le positionnement sur les écrans hein, pour moi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, alors pour ma part, je répondrai un peu de la même manière. Après, moi, c'est un peu spécial parce que mes études font que je suis contrainte de travailler dans le public, donc ce sera plutôt la fonction publique qu'une entreprise privée. Mais oui, bien sûr, moi c'est un peu ma peur, enfin parce que bon, je travaille pas encore au sens propre du terme, mais moi c'est mon angoisse permanente de me dire est-ce que mes supérieurs seront transphobes ou homophobes ou LGBT-phobes voilà. Ouais. Exactement. Donc non, ça c'est vraiment une question que je me pose et dont j'ai très très peur. Mais donc, ce serait une raison supplémentaire pour privilégier un lieu de travail ou de production queer-friendly. Mais je te comprends et je vais tout de suite lever une de tes angoisses. Tu travailles pas encore, mais t'inquiète pas, ça va arriver, ça va durer que 40 ans. Donc, autant que ce soit dans une entreprise bienveillante et qui s'engage pour l'inclusion de toutes et tous. Marie, toi, tu es déjà dans le début de tes 40 ans de vie professionnelle. Tu viens de commencer, tu as choisi une entreprise. Je suppose que d'abord, c'est par l'intérêt du poste et qui correspondait à ce que tu recherchais. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose auquel tu es vigilante, qu'il y ait des actes forts d'inclusion, des diversités dans le monde du travail? Quand j'ai trouvé ce poste, c'était juste à la sortie de mes études, donc en mars 2020, et c'était en plein milieu du boom du Covid. Donc, j'ai pas chipoté sur le poste que j'ai pris. J'ai évidemment cherché un poste qui me correspondait, et j'ai pas été voir la politique diversité et inclusion de la boîte. C'était pas ma priorité, on va dire. Je voulais avoir mon indépendance et plus dépendre de mes 3 mamans et de mon papa, quoi. Ça faisait un peu trop de monde. Mais aujourd'hui que maintenant j'ai ma place, que là je vais signer en CDI, donc voilà, j'ai plus peur pour mon poste, je me sens bien dans mon travail, je commence à m'enseigner et voilà, il y a des politiques diversité. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de mes attentes? Pas vraiment. Est-ce que moi je me sens apte à soulever ce point-là? Pas trop. Il faudrait, je suis d'accord avec nous, on doit être vecteur de diversité, déjà dans son entourage, ensuite, pourquoi pas dans son entourage au travail, mais là, aller voir la direction pour leur dire, écoutez, votre politique diversité, il y a ça ou ça que je trouve dommage, je me sens pas encore capable aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je suis dans mon entreprise actuelle. Bravo Claire, bravo Marie, je devrais penser, bravo Marie.
Je connais une personne aux cheveux courts qui doit être fière de toi. Alors, je vous remercie tous les trois pour vos témoignages. On va revenir sur le monde du travail, mais je voudrais faire un petit tour de table parce que vous allez voir que on peut grandir dans des familles homo-constituées, homo-recomposées ou homo-séparées et avoir des parcours qui sont aussi qui ouvrent tout le champ des possibles. Alors, je vais commencer par Marie. Je crois que tu es amoureuse d'un garçon. Oui. Est-ce que ça a posé un problème à tes mamans? Non, Enfin, jamais. pas la femme de ton père, ta maman et sa femme. Non, non, enfin, j'ai toujours été amoureuse des garçons, j'ai jamais été attirée par des femmes et ça n'a jamais posé de problème. Après, ça aurait été hypocrite de leur part parce qu'Alvan, elle était avec des hommes, donc Oui, non. mais elles n'ont pas aimé. Alors, donc tu es tu te définis comme étant hétérosexuel. Oui. D'accord. Après, on sait jamais, hein, la vie peut changer, je peux tomber amoureuse d'une femme, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense être hétérosexuelle, oui. Alors, on a vu tout à l'heure que vous aviez tous les trois des points communs, puisque vous êtes tous les trois des enfants de parents qui se sont séparés. Mais toi, Maëlle, tu as un autre point commun avec Marie. Oui. Puisque Ah oui. tu aimes. Je peux pas tout dire. Il faut quand même que vous parliez. Oui, j'étais en train de répondre à Eric, c'est pour ça. Oui, du coup, j'ai un point commun avec Marie, c'est que moi aussi, je suis attiré par les hommes, donc du coup, ça nous fait un point commun. Et puis, et puis, j'ai également un frère qui lui est attiré par les femmes, donc du coup, comme quoi, finalement, est-ce que ça a vraiment une incidence le fait d'avoir un parent qui soit LGBT? Visiblement, je crois pas. Non. Je crois pas. Ça n'a pas influé ta sensibilité amoureuse. On se pose des questions, on se demande si c'est pas une influence, quand on se découvre, etc. On se demande si finalement c'est pas une phase parce qu'on a eu un parent LGBT, et puis on se rend compte que finalement non, pas du tout, et que c'est comme ça, qu'on est comme ça, et que c'est pas nos parents qui nous ont inculqué une valeur. Donc du coup finalement ça a été, mes doutes ont été vite balayés à ce niveau-là. Puis même c'est plus facile de s'accepter en ayant un parent LGBT. Et quand tu as... Ajouter... Ah, pardon. Oui, vas-y Marie, vas-y, au contraire. Juste pour rebondir sur Maëlle, j'ajouterais même que ça nous ouvre l'esprit à tous les champs des possibles. Disons que, je sais pas pour toi Maëlle, moi j'ai pas eu de questions entre guillemets parce que c'était la normalité, mais le jour où j'avais découvert mon homosexualité, eh ben j'aurais pas eu à me cacher quoi. Et je pense que peut-être même ça facilite l'acceptation et ça nous ouvre le champ des possibles. Ah oui. Quoi. Ah oui. On a moins peur aussi de la vie des parents quand on le dit à sa famille. On sait que ce sera beaucoup plus accepté étant donné que le sujet n'est pas tabou. Donc du coup déjà c'est plus confortable, on a moins peur, du coup on s'ouvre plus facilement. Du coup c'est sûr que c'est plus simple et puis c'est beaucoup mieux. Alors, merci Maëlle, merci Marie. Kolia, à toi la parole. Comment te présentes-tu aujourd'hui? Alors, sur ce plan, moi, je me présente comme... j'ai encore beaucoup de mal à le formuler de cette manière, mais je me présente comme lesbienne. Bon, moi, je suis trans, donc c'est un peu particulier. Et comme il y a beaucoup de transphobie aussi dans le milieu lesbien, c'est difficile disons, de s'identifier à ce signifiant. Mais voilà, moi, j'aime les femmes, enfin, trans, cis, donc voilà. En fait, toutes les personnes qui ne s'identifient pas à la cis-masculinité, globalement. Mais voilà, comme Marie, je le fiche pas dans le marbre. Je pense que tout est possible, a priori, si on rencontre la bonne personne. Par contre, j'aurais une petite réserve sur votre accord sur l'ouverture que procure une famille arc-en-ciel.
J'ai longtemps pensé ça, et en fait, depuis que j'ai moi-même fait mon coming out trans, en fait, j'ai l'impression que 50% de la transphobie que je subis me vient quand même de mes parents. Donc, voilà, moi, ça m'a un peu bloqué dans cette ouverture, mais après, oui, forcément, ça montre que beaucoup de choses sont possibles. Voilà. Mais disons que le fait de vivre dans une famille arc-en-ciel n'est pas une garantie, quoi. Donc, en quelque sorte, tu nous dis que les familles arc-en-ciel, les familles homoparentales, sont des familles comme les autres, avec les mêmes projections sur l'avenir de leurs enfants, les mêmes surprises ou les mêmes interrogations quand leurs enfants grandissent et prennent leur chemin. Exactement. Et enfin, moi, du coup, j'ai une vision très très négative de la famille en tant que telle, mais ça va aussi pour les familles hétéro. Donc, oui. Donc il y a pas de l'objectif aussi, enfin l'objet aussi, c'est de dire là ici que les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur composition ou leur recomposition, n'en reste pas moins des schémas familiaux avec des structures de pensée, des structures de projection. C'est 1 + 1 égale +1, qui s'appelle l'enfant, et derrière l'enfant, avant de le laisser voler de ses propres ailes ou quitter ses 3 mamans et son papa, comme disait Marie, on imagine un avenir avant que l'enfant ne se construise son présent et son avenir. Moi, je voudrais revenir alors, je suis un peu focus sur le monde du travail et sur les entreprises. Je voudrais revenir un peu sur vos parcours à tous les 3. Qui va aussi, je pense, rassurer un grand nombre de personnes, puisque vous avez grandi tous les 3 dans des familles homoparentales. Quel est votre parcours post-bac? Alors je vais commencer par Colia, puisque c'est le parcours le plus frais. Alors, du coup, moi, j'ai fait un bac TMD. C'est pas très très connu. C'est un bac pour la musique et la danse, en fait. Donc, c'est un bac technologique. Mais donc, j'ai fait ça et ensuite, du coup, j'ai complètement changé d'orientation parce que je faisais de la musique au départ. Et ensuite, j'ai fait une prépa littéraire, donc Hippocagne, Cannes. Donc, l'Hippocagne à Paris, dans un lycée, un petit lycée, et puis la Cagne à Henri IV aussi à Paris. Et ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure de Lyon, où j'habite maintenant, du coup, et où je suis encore pour mes études de philo. Voilà. Donc, joli parcours. Enfin, académique et très normal. Oui, mais je sais pas ce qu'en pense notre auditoire, mais c'est un joli parcours. Alors je vais continuer par, je vais aller dans la fraîcheur des parcours. Maëlle, quel est ton parcours post-bac? Moi, donc, du coup, j'ai fait un bac scientifique, un bac S. Et à la suite de ça, j'ai fait une licence d'informatique, donc une licence générale. Et puis, une fois que j'ai fini ma licence, j'ai continué, donc là, je suis en train de le faire, un master en informatique, donc en développement logiciel et de site internet. Donc, du coup, là, je suis en première année, je termine, et puis, une fois après l'année prochaine, je continuerai, et puis, je rentrerai dans le milieu du travail, que j'ai déjà un peu rentré en faisant quelques stages déjà et travailler à côté. Mais sinon, je rentrerai vraiment dans la vie active l'année prochaine. Oui, alors j'ai dit que vous étiez des jeunes adultes, j'ai pas dit que vous étiez tous les 3 dans la vie active. Et d'ailleurs, on l'a bien précisé lors des présentations. Marie, elle va nous parler de son parcours juste après, et en activité, elle est acheteuse chez ST Microelectronics. Colia, tu es encore étudiante, et Maëlle également. Mais aujourd'hui, les étudiants ont une interaction assez rapide avec le monde du travail, et c'est pour ça que vous êtes autour de ce webinaire. Marie, quel est ton parcours post-bac? Eh bien, comme Maëlle, j'ai fait un bac S
J'ai suivi avec une prépa maths sup, maths spé à Montpellier. Et à la suite de cette prépa, j'ai été en école d'ingénieur pendant 3 ans. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en génie industriel. Et j'ai quand même poursuivi mes études pour faire un double master en gestion management stratégique des achats. Et aujourd'hui, je suis acheteuse informatique, donc de software et de consulting informatique. Donc Maëlle, peut-être qu'un jour je citerai ton logiciel. Peut-être. Qui sait. Ce qui est important de voir, et je fais la passerelle entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est que vous avez grandi dans des familles homo-composées, et vous avez eu un parcours tout à fait lambda, tout à fait standard, de qualité, et avec des diplômes qui font sens, ce qui prouve aujourd'hui aussi que quand les entreprises font référence aux familles, vos familles sont égales à toutes les autres, et vous avez eu vos chances de faire votre parcours. Ce qui fait aussi écho à un autre des axes que nous développons avec TETU Connect, c'est le TETU Campus. Donc le TETU Campus, c'est lorsque c'est un événement qui a lieu sur le dernier trimestre, et où on donne la parole aux jeunes pour exprimer leur diversité, et aux entreprises qui ont besoin de recruter ces jeunes. Est-ce que vous avez senti dans votre parcours d'études qui ont parlé de diversité, que la diversité était quelque chose à laquelle vous serez confronté dans le monde du travail? Alors, je vais commencer par les études les plus routes que je connaisse, les études d'ingé. Après, il y a le binaire avec l'informatique, oui, non, vrai, faux. Mais au moins, Colia, elle étudie le champ des peut-être et des possibles. Ça plus Alors, Marie, Maëlle, celui que vous, je vais commencer par, allez, Maëlle. Est-ce que dans ton parcours qui est encore en cours, tu entends parler de diversité, et est-ce que on t'a dit que cette diversité allait être présente dans le monde du travail? Oui, non. Alors, oui, on en parle dans le sens où il y a de temps en temps des activités qui sont proposées pour parler et discuter justement de la diversité, et surtout dans le milieu du travail, donc et du campus. Et donc, j'y suis déjà allé quelques fois. Et puis, donc, c'est bien que ce soit déjà proposé, que ce soit libre d'accès à tous. Comme ça, les gens peuvent se renseigner aussi. Et mais après, sinon, en soi, on n'en parle pas tant que ça, parce que bon, quand on est sur le campus, en temps normal, euh, on n'a pas de conversation sur la diversité. Et puis on n'en parle pas non plus dans le milieu de ce qu'il y aura dans le milieu du travail, si on est enfin, si on est LGBT ou pas. Donc du coup, oui, c'est ça, on en parle. Il y a des activités qui sont proposées, mais est-ce que c'est suffisant? Euh, c'est une bonne question. Merci Maëlle. Je vais poser la même question à Marie pour avoir son regard, elle qui a fait un cursus différent. Alors, ma réponse, malheureusement, c'est non. Enfin, personnellement, je n'ai jamais entendu le mot LGBT+ dans tout mon parcours scolaire. Et je pense, pour être honnête, si mes parents, enfin ma mère, n'avaient pas été concernés par ça quand j'avais 6 ans, je ne serais pas sensibilisée du tout à ça. Et je trouve ça triste de me dire que j'ai dû vivre, parce que ça n'a pas été joyeux toute ma vie, hein, j'ai dû vivre tout ça au départ, cette séparation de mes parents, forcément, pour tout le monde, c'est toujours un événement triste, pour être sensibilisée à ça, comprendre et être à l'écoute de ce genre de situation, des personnes qui vivent dans des situations cachées, compliquées, même au travail. Alors que, enfin, moi, j'ai fait 6 ans d'études supérieures, j'ai jamais entendu parler de ça, quoi.
Donc, je trouve ça dommage. Alors, c'est tout l'intérêt du TETU Campus, c'est qu'on mette en relation des entreprises qui ont des vraies politiques d'engagement, d'inclusion et de diversité et des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou qui veulent se réorienter vers des entreprises inclusives. Alors Colia, tu nous disais que dans ton parcours d'études, tu étais dans un milieu normalement plus inclusif. Est-ce que on parle de diversité? Est-ce que on parle d'inclusion dans ton parcours d'études? Alors, pas du tout. Du moins d'un point de vue académique. En fait, là où j'étudie moi, en fait, les gens se destinent surtout à l'enseignement dans le public ou à la recherche. Et bon, du coup, ce genre de questions n'est quasiment jamais abordé. Cela étant, au niveau étudiant, alors là, les écoles normales supérieures, c'est vraiment un vivier de déconstruction et d'ouverture, de politisation. Moi, je me suis beaucoup politisé grâce à cette école, justement, et même les prépas littéraires, d'ailleurs, sont vraiment un lieu très intéressant pour ça. Mais du coup, ça vient plutôt du bas, non, enfin, du coup, moi, ça me fait vraiment peur. Enfin, si je me retrouve enfin, je sais pas, dans une école, dans un lycée ou dans une fac à enseigner, aucun outil ne nous a été donné, quoi. Alors, je vais vous poser, je vais te poser la question à toi, Colia, puisque tu es une jeune femme trans, et donc visible en tant que telle. Est-ce que tu as rencontré dans ton parcours, je pourrais la poser également à Marie et Maëlle, mais est-ce que tu as rencontré dans ton parcours des profs out, des profs visibles? Out, oui, alors, bon, pas trans, mais ouais, gay. Oui, gay ou lesbienne. Gay, en fait. Et puis, non, je pense qu'il y a eu un prof au lycée qui était out, quoi. Donc voilà. Mais bon, il ne criait pas sur tous les toits non plus, hein, c'était... Non, mais c'est... Maëlle, est-ce que tu as rencontré dans ton parcours des profs qui étaient gays ou lesbiennes ou trans et visibles? Oui, j'en ai rencontré enfin, j'ai eu sur ma scolarité un prof qui était gay. Bon, il le criait pas sur tous les toits, hein, Mmh. mais après, on a eu une discussion même ensemble dessus. Et puis même, c'est devenu plus tard mon meilleur ami. Donc, du coup, comme quoi, des fois, nos profs qui peuvent être LGBT, et puis on peut même sympathiser avec eux. Alors, Marie, je te pose la question, mais non. J'ai réfléchi, mais non, ça m'est jamais arrivé dans mon parcours, que ce soit au lycée ou même en école d'études supérieures. Non. Alors, ce qui prouve aussi que quand on parle du monde du travail, hein, il n'y a pas que l'entreprise ou les administrations, il y a aussi l'enseignement qui est un secteur du monde du travail et on doit aussi œuvrer pour qu'il y ait plus d'inclusion et de diversité dans ce secteur du monde du travail. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question à tous les trois. Vous avez grandi tous les trois dans des familles homoparentales. Vous avez l'air d'être des enfants heureux et épanouis. Allez, je vais être un petit peu intrusif. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants et de former famille? Allez, je commence par Maëlle. Oui. Après, c'est pas quelque chose auquel j'y ai vraiment pensé maintenant parce que j'ai même pas fini les études. Je suis encore jeune. J'ai pas encore eu beaucoup eu le temps enfin, d'y penser. Mais c'est vrai que je sais que j'ai une envie d'avoir des enfants peut-être plus tard. Pourquoi pas? C'est pas, enfin, c'est quelque chose que j'ai envie, mais je suis pas. Voilà, j'ai quelque chose dont j'ai envie. Mais bon, Tu as c'est encore jeune pour moi. un instinct de parentalité. Mm, c'est ça. Colia.
Alors moi, pas du tout. Euh, mais alors, je sais très bien que ça peut changer quand on est jeune, voilà, on peut dire des choses comme ça. Mais non, non, parce que moi, en fait, d'un point de vue politique, ça génère beaucoup trop d'inégalités, de hiérarchie. J'ai énormément de mal avec l'autorité, donc je supporte. Enfin, personnellement, je vis très mal le fait d'être l'enfant de quelqu'un. Alors, ça aurait pu être le cas pour un couple homoparental, hétéroparental, du coup. Mais non, non, enfin, pour moi, c'est beaucoup trop inégalitaire. Après, je milite pour que toutes les familles puissent en avoir, hein, ça c'est sûr. Marie? Alors, moi, j'y ai déjà pensé. Et ma réponse, mais qui va décevoir ma mère, mais non, je veux pas d'enfant. Non, mais, alors, mais c'est très intéressant, non, mais de vous voir tous les trois répondre à cette question avec des regards différents, des parcours différents, et on a deux personnes qui sont dans la catégorie LGBT+, qui ont deux réponses opposées et néanmoins sincères et complémentaires. Et toi, qui as une réponse encore différente, alors que le schéma serait tout tracé. En fait, peut-être que parce que je suis jeune, mais pour l'instant, tout l'argent que je gagne, j'ai envie de le dépenser pour voyager, pas pour acheter des couches et galérer, quoi. Donc, pour l'instant, non. Alors, on a une question qui est dans le chat. Quel conseil, maintenant que vous êtes grand, quel conseil donneriez-vous à des parents ou à des futurs parents LGBT+. Allez, je vais commencer par. Je commence toujours par Maëlle. Là, je vais prendre Marie. C'est très dur comme question. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Et ce que j'ai le plus reproché à ma mère, maman, si tu m'écoutes, c'est de ne pas avoir dit les choses avec honnêteté, parce que du coup, certaines choses, je ne les ai pas comprises et je lui ai reproché parce que je ne les avais pas comprises. Donc, peut-être la première chose, c'est vraiment transparent, expliquer les éléments positifs d'être un couple LGBT, d'avoir un enfant, mais aussi les points négatifs, les risques qui sont là, comment on peut réagir, mais par contre aussi lui dire, voilà, voilà, être honnête, quoi, être transparent. Voilà, je n'ai pas d'autres conseils, je suis personne pour conseiller, je dirais. Si, tu es toi. C'est déjà bien. Maëlle, je te pose la même question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents ou aux futurs parents LGBT+, oui, moi, c'est vu de exactement comme Marie. ton expérience? Et comme Marie, en fait, moi, je conseillerais du coup l'honnêteté parce que c'est vrai que moi aussi, on m'a pas tout dit, on m'a un peu détourné un peu les choses. Et donc, c'est vrai que l'honnêteté, c'est quand même, du coup, on comprend pas forcément par nous-mêmes au début, il faut qu'on creuse. Enfin, donc, du coup, c'est vrai que l'honnêteté, c'est quand même le conseil qui serait le plus avisé. Après, sinon, on conseille, rester soi-même parce que de toute façon, ça reste un couple qui est pas si différent de la normale, hein. Donc, juste être honnête, c'est tout. Colia, je ne te permets pas de répondre, juste être honnête, s'il te plaît. Je veux un peu de créativité. Non, évidemment, j'irai dans le même sens, hein, mais moi, je focaliserai plus sur l'extérieur, en fait, parce que je pense qu'une grande partie de ma timidité à moi et de ma réserve à l'égard de l'extérieur est due, en fait, en grande partie à celle de mes mères, quoi, qui n'étaient pas out elles-mêmes. Donc, quand, quand, quand vos mères n'assument même pas, enfin, n'assument pas le fait d'être un couple, certes séparé, enfin, d'être une famille lesbo-parentale, faut pas s'attendre à ce que les enfants le fassent, hein, même si ça arrive. Mais, alors, je sais que c'est très difficile et que j'ai aucune leçon à donner, mais en tout cas, ça peut, disons, accroître le bonheur des enfants. Donc, si je vous résume tous les trois, c'est essayer de dire les choses avec le plus de transparence possible, en tenant compte de l'âge des enfants. Hein. Évidemment qu'un enfant de 6 ans ou de 8 ans ne peut pas entendre la même chose qu'un enfant de 18 ans. Et puis laisser aussi les enfants
exprimer leur ressenti par rapport à la situation. On a des très jolis témoignages. Une personne qui s'est remariée avec son mari, donc et que leurs enfants étaient leurs témoins. Donc c'est aussi une chose qui peut être un beau témoignage. Marie, lorsque tes mamans se sont remariées, est-ce que les enfants étaient témoins? Ouais, avec mes 2 frères, on a été le témoin de leur mariage. Donc voilà. Je pense qu'on est les témoins les plus proches de leur amour et de la sincérité de leurs sentiments. Et on a été les témoins de leur plus... Parce que l'amour et la haine, on le sait, c'est très proche. Donc les enfants sont témoins de tout. Même si on essaie de leur cacher, on voit beaucoup de choses. Donc je pense que ce que dit Philippe, c'est très vrai. Hein. C'est très beau d'avoir ces enfants pour témoins pour ce genre de mariage. Et là, j'ai bien entendu. Donc, toi aussi, tu as tout vu, mais tu n'as pas tout dit. Donc, un partout. Moi, je voudrais quand même on arrive bientôt sur la fin de. Je regarde. Est-ce qu'il y a des questions? On dit éviter les non-dits. Ouais. Alors, Claire, je suis désolé, je comprends pas ton dernier message. Donc, ne pas mentir. On le voit apparaître assez régulièrement. Il y a une question qui est passée à un moment donné. Est-ce que vos profs ont été bienveillants avec vous au regard de vos schémas familiaux? Marie, est-ce que quand les profs à un moment donné ont su que ça s'est bien passé? Honnêtement, je ne me rappelle pas. Je pense que cette question, elle s'applique bien quand on est en école primaire ou au collège où là, on est petit et qu'on a besoin d'être protégé ou pris sous l'aile par un professeur. Mais j'ai toujours été indépendante, j'ai jamais eu besoin de l'aide de personne, donc pas d'eux. Donc peut-être qu'ils n'ont pas senti le besoin de m'aider ou peut-être qu'ils n'avaient pas envie, je ne sais pas. Alors, message aux parents qui sont connectés. Vous voyez, maintenant on est grand, on se débrouille tout seul. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois. Un très chaleureux merci à Colia, à Maëlle, à Marie pour vos témoignages, parce que c'est une façon de parler aussi des diversités LGBT+, différentes de celles que l'on aborde souvent. Je voudrais dire aussi merci aux personnes qui nous ont suivis, que des jeunes comme Colia, Maëlle et Marie, on va en avoir de plus en plus autour des machines à café, pour ceux qui vont continuer à travailler. Il faut juste les accueillir avec bienveillance, parce que elles et eux aussi n'ont pas choisi leurs schémas familiaux. On est encore dans une situation de non-choix. On ne choisit pas son orientation sexuelle ou son identité de genre, et on ne choisit pas non plus les schémas familiaux dans lesquels l'on grandit. Donc, merci à vous trois pour la force et la sincérité de vos témoignages et la fraîcheur de vos témoignages. On peut utiliser le terme. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 24 juin, toujours à 13h, sur les meilleurs écrans, T'es-tu Connect, et nous y parlerons de la non-visibilité LGBT+, dans le sport français. Parce que le sport est également un environnement professionnel où il doit y avoir diversité et inclusion. Vous verrez très prochainement les invités que nous aurons autour de ce webinaire qui vont, je n'en doute pas, vous ravir. Et peut-être que le 24 juin, vous aurez une double ration de T'es-tu Connect. Mais ça, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Merci Maëlle. Merci Marie, merci Colia. Merci. Vous avez été formidables. C'était à tous les trois votre première fois
sur un webinar et c'était très bien. Vous pouvez continuer à témoigner comme ça. Vous êtes des vraies graines de rôle modèle. Merci. Super, Merci à beaucoup. toutes et tous. Merci. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Vous retrouverez ce webinaire en replay sur Tétu Connect. Je vais avoir un appel de ma mère là. Peut-être. Nous allons fermer. Nous allons fermer ce webinaire.